Cette semaine à l'émission, anecdotes personnelles, définitions savantes, mais surtout principes de discernement. Bref, une discussion pleine d'audace sur la vertu de prudence. On n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié à la prudence, une vertu mal comprise assurément à notre époque. Pour bien comprendre, d'ailleurs, cette vertu, pour discuter des tenants et aboutissants, donner des exemples concrets aussi, on a pensé inviter des gens particulièrement prudents sur le plateau. Thomas Malenfant, bonjour. Bonjour. Un exemple de prudence, n'est-ce pas? Comme dans le fait d'avoir accepté de venir, par exemple. Oui, c'était prudent, tu penses? Oui. C'est tout à fait en lien avec les fins que je me donne. Non, mais... OK, on va revenir sur ce que tu viens de dire plus tard. OK. Mais il y a la question de l'audace, hein, je l'ai nommée dans ma phrase d'introduction. Oui, c'est ça. Qui est liée à la prudence. C'est-tu être prudent, c'est-tu être pissou? C'est ça la question. Oui, pissou, pour nos auditeurs de France, ça veut dire... Ça veut dire... craintif. Précautionneux. Pleutre. Craintif. J'avais des mots plus familiers en tête, mais c'est très bien. Merci, Ariane, d'être là. Je suis là pour traduire. Merci. Ariane, bonjour. Salut, Antoine. Journaliste pour Le Verbe. Oui. Tu t'es penché sur ce concept de prudence. Tu as même écrit un texte qui est en ligne là, sur notre site web, leverbe.com, où tu fais des distinctions importantes, on y reviendra, où tu donnes des exemples aussi abondants. D'où ça t'est venu, l'intuition d'écrire là-dessus? Sur le fait que je trouve qu'on essaye d'avoir beaucoup de contrôle sur tout un tas de choses en société, mais aussi individuellement. On contrôle avec qui on est en relation, dans nos familles même, les personnes qui ont le droit de cogner à notre porte. C'est écrit pas de colporteur. On pourra en reparler, mais l'angle de but de neige dans les écoles, les enfants doivent porter un casque. Si ça fait plus de 3 mètres de hauteur et un certain angle, une pente trop élevée. Donc, on dit qu'on essaye d'être prudent, mais en fait, on essaye d'être beaucoup trop précautionneux. On veut tout le temps éviter tous les risques, minimiser tous les risques. Donc, moi, ça m'a interpellée, donc j'ai fait quelques lectures là-dessus. Je me suis intéressée à la vertu de prudence. On est très heureux de t'avoir sur le plateau pour en discuter. Bienvenue. Et Maxime Miot-Couture, bonjour. Salut, Antoine. Ça faisait longtemps qu'on t'avait vu à On n'est pas du monde. On est ravis de t'accueillir de nouveau. Ça fait plaisir. Collaborateur de longue date là, du Verbe, tu as écrit plusieurs fois pour nous. Mais tout ce qui t'emploie à temps plein, c'est d'être organisateur communautaire. Qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, organisateur communautaire, il n'y a pas une seule définition. Il n'y a pas d'ordre professionnel des organisateurs communautaires. Grosso modo, on accompagne les groupes et les communautés vulnérables ou en situation de pauvreté pour les aider, les soutenir, pour améliorer eux-mêmes leurs propres conditions de vie, que ce soit par des projets de développement ou en luttant contre les injustices qu'ils subissent. Donc, pour faire un lien avec le thème de l'émission, c'est comme si l'organisateur communautaire, il veut développer, susciter la vertu de prudence, finalement, chez les gens pour qu'ils puissent avoir un impact sur leur propre vie, sur leur communauté. Parce que c'est ça le métier. On le pressent avec ce que tu viens de dire, Maxime, la vertu de prudence est intimement liée à la prise de décision, à la responsabilité, à la liberté individuelle en vue d'un bien collectif aussi. Prenons quelques minutes pour poser les choses. Là. Quand on parle, Ariane, tu as commencé un peu, quand on parle de prudence, de quoi il s'agit frontalement? On peut parler d'abord de la définition qu'on a dans les dictionnaires. Là, on dit que c'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage, qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. Par exemple, conduire avec une extrême prudence. Mais ça, c'est une vision assez mondaine qui s'est développée de la prudence. Il existe plusieurs mondaine définitions. Et moderne, même. Mondaine, moderne. Et quand on parle de vertu de prudence, là, c'est relativement autre chose. Bien sûr, on prend ses précautions, on va prendre en compte les risques, ce qui peut causer un dommage, mais c'est vraiment une capacité de gouverner les actions pour les orienter vers le bien. Donc, il y a la notion du bien qui s'ajoute et qui est complètement absente des dictionnaires. Donc, quand on parle de vertu, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les 4 grandes vertus cardinales. Oui, tout à fait. Qui sont la justice, la tempérance, le courage, je me trompe pas, oui. Et la prudence. On va dire de la prudence qu'elle est le cocher des vertus, parce que c'est elle vraiment qui va les mener, qui va les diriger vers le bien, par le discernement.
Ça, c'est une expression qui nous vient de saint Thomas d'Aquin. Et la vertu, c'est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Donc, c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose de naturel là-dedans, mais il y a aussi quelque chose qui s'apprend, dans lequel on s'imbibe au fil du temps en se tournant vers le bien. À l'inverse d'un vice là, qui est un mal qui nous entraîne au mal, mettons, la vertu, c'est comme un entraînement ou une habitude à faire le bien, ce qui fait que ça devient de plus en plus facile de faire le bien et ça se nourrit mutuellement. Les vertus cardinales peuvent se soutenir. Tu dis que la prudence est le cocher ou la locomotive, on pourrait même dire. Je réfléchissais récemment au fait que pour être prudent, pour être sage, hein, c'est très lié à la sagesse, ou on pourrait même l'appeler comme ça. C'est une forme de sagesse. Une forme de sagesse, mais pratique. Oui, c'est ça. La sagesse, elle est plus en lien aux fins qu'on se donne, justement. OK. La sagesse, elle consiste plus dans les buts qu'on se donne, alors que la prudence est plus dans le domaine des moyens qu'on se donne en lien avec le but qu'on se donne. La personne prudente, dans ce sens-là, classique, la définition, c'est vraiment la personne qui est capable de choisir dans la pratique des routes qui l'amènent là où elle veut aller. Et pour ça, la tempérance, je veux dire, un ivrogne va prendre des mauvaises routes, probablement. La tempérance est utile. Le courage aussi, parce que faut faire un premier pas, faut avoir l'audace d'avancer dans cette direction-là. La justice, bien peser, bien mesurer les conséquences pour les autres, pour soi-même. Bien, j'ai l'avantage d'être vicieux, ce qui me permet de donner un exemple. C'est-à-dire que dans la raison pratique, il y a deux aspects. Il y a de savoir c'est quoi le moyen qui va m'amener là où je vais aller, mais il y a de le choisir. Puis souvent, c'est là qu'il y a du jeu dans nos vies. En tout cas, c'est là qu'il y en a dans la mienne. C'est-à-dire que, par exemple, très souvent, je peux savoir que tel plat va me mener à tel niveau de santé. Alors, selon le cadrage de la caméra, là, vous pourrez savoir où je me situe par rapport à ça. Je peux savoir, c'est un bout de la prudence, hein, disons, si le moyen, c'est d'être en shape, mais il peut me manquer la dernière partie, c'est-à-dire la capacité à décider vraiment de manger quelque chose qui est fade et désespérant. Mais bon pour soi. Et c'est là que les autres vertus vont embarquer, c'est-à-dire que... Puis les autres vices aussi, c'est-à-dire que si le lien entre mon intelligence puis ma volonté, il est slack, ben je ne pourrais pas être prudent jusqu'au bout. Traditionnellement, on dit que la vertu de prudence fait trois choses. D'abord, elle prend conseil. Ensuite, elle juge de la situation. Et ensuite, elle commande, justement. Alors, on prend le conseil, c'est quoi? C'est face à une problématique ou une décision à prendre, on se demande, est-ce que j'ai déjà été dans cette situation-là? Est-ce que j'ai déjà vu quelque chose comme ça? Est-ce que je peux me rappeler autant par ma mémoire ou en prenant conseil auprès des autres? Je peux définir une route d'action générale. Ensuite, on juge de la situation présente. Donc, c'est quoi les différents éléments? Pas tout à fait la même que celle que j'ai déjà vécue ou que ce qu'Ariane me conseille. Il y a des similitudes, mais il y a quand même des particularités. C'est qu'on peut jamais appliquer, plaquer une situation à une autre. La vie, c'est fait d'incertitudes et de nouveautés. Donc, il y aura toujours ce jugement, un jugement de valeur, hein, et on n'a pas peur de le dire, par rapport à la situation. On prend en compte les circonstances, qui est impliqué dans l'action, etc. Puis finalement, une fois qu'on a établi ce qu'il faudrait faire par notre jugement, bien, il faut se le commander à soi-même. Il faut réussir à le faire, à agir, comme tu disais, ou commander aux autres. Parce qu'on le disait, la vertu de prudence, c'est aussi une vertu qui dirige vers le bien commun. Donc, plus on a de responsabilités, plus il y a des gens qui dépendent de notre responsabilité, plus il va falloir exercer une forme de direction, de commandement pour que la bonne décision se prenne et que ça se fasse. T'es père de famille, Maxime. Je te questionnerai là-dessus en deuxième segment parce que, comme père, comme mère de famille, c'est une vertu qui est particulièrement éprouvée ou en tout cas qui est mise à contribution pour commander. Le terme est presque péjoratif aujourd'hui, mais à donner une direction et accompagner, mais aussi prendre des décisions pour le bien commun, pour le bien de la famille, pour le bien particulier de nos enfants aussi. Il y a un terme qu'on a abordé un petit peu il y a quelques instants, Ariane, c'est celui du contrôle, de la précaution.
C'est comme si aujourd'hui, quand on parle de prudence, puis c'est pour ça qu'on tenait à en parler aujourd'hui, la définition du Larousse est très éclairante à cet égard. On pense tout de suite à « faut faire attention ». Être prudent, c'est faire attention. C'est être précautionneux. En préparant l'émission, je pensais à cet aphorisme qui peut paraître très bourgeois. On n'est jamais trop prudent. Je pense que c'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent, mais peut-être pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. On est souvent trop précautionneux, par contre. En effet. Je pense qu'il y a une distinction importante à faire là, non? Oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose qu'on a pu remarquer, je pense, dans les dernières années, dans le sens qu'on cherche toujours à minimiser les risques, à atteindre un risque zéro. Dans le sens de la précaution, c'est ça. C'est de toujours vouloir préserver la vie plutôt que de, considérer que il faut pas se tuer non plus. Et donc, si on grimpe à un arbre, il faut faire attention quand même. Puis un enfant qui grimpe à un arbre, il va peut-être pas grimper à 15 pieds ou 20 mètres au-dessus du sol. Mais c'est toujours une balance, en fait, entre des conséquences qui vont être positives et des conséquences qui sont négatives. Et la vertu de prudence, elle joue ce rôle-là. Une boussole, déjà, qui va nous guider vers le bien, et aussi une balance pour considérer, OK, comment est-ce que j'agis dans une situation qui, comme tu le disais, elle est toujours différente à chaque fois. Mais nous, aujourd'hui, on dirait qu'on est concentré sur toujours réduire le plus possible les risques. Par exemple, pendant la pandémie, il fallait que tous les enfants à l'école primaire, portent un masque, les éducatrices aussi. Mais dans ce cas-là, ça a des effets négatifs sur d'autres sphères de notre vie, qui sont les apprentissages, par exemple, les relations sociales, le développement du système immunitaire. Mais parce que l'objectif, c'était de préserver la vie, ça a pris le pas sur tout le reste. Et donc là, c'est des précautions qui sont complètement abusives. C'est comme si on perdait, parce qu'on n'a plus cette boussole où on réfléchit au bien commun, on perd finalement le sens de comment est-ce qu'on doit agir de façon pratique. Je conduisais tout à l'heure et devant moi, il y avait une voiture de fonction. Puis il y avait un petit collant, c'était écrit « Cette voiture est munie d'un système GPS. La sécurité est notre priorité. » Je trouvais que c'était très parlant de notre attitude moderne. Puis, ça a rapport avec le terme de boussole, je trouve ça intéressant. Dans la vie morale, on a une boussole, mais on ne peut pas avoir de GPS. C'est pas vrai qu'on peut rentrer l'itinéraire et savoir exactement où est-ce qu'il faut aller, quel détour. Exactement. Savoir à conduire. Exactement. Sans prendre de décision. Sans prendre de décision, en dédouanant aussi notre responsabilité, justement, d'évaluer la situation. Ouais. Je trouve ça très drôle que la voiture elle-même... Puis on voudrait être comme ça un peu. Je suis muni d'un système GPS, ou d'un algorithme, je demande à l'intelligence artificielle et tout, il va me dire où aller. Et ça, c'est impossible, en fait. Et c'est comme s'il y avait cette idée en plus qu'il y a une seule bonne solution. C'est la même pour tout le monde. Il y en a une meilleure. Alors qu'il faut prendre en compte tout ce qui est notre intérieur. Là. Saint Ignace de Loyola, toute la pensée ignatienne va parler d'une terre intérieure qui est différente à chacun, où vraiment, on a des désirs, on a des talents, on a des opportunités, ça c'est extérieur, qui s'offrent à nous. Et donc, on doit faire notre chemin au travers de tout ça. Donc, il n'y a pas une solution, il n'y a pas de one size fits for all, comme on dit en anglais. Et donc, la vertu de prudence, elle nous aide finalement à cheminer là-dedans, individuellement, mais aussi collectivement. Thomas? Puis derrière cette vision-là un peu réduite de la prudence, là, qui est le sens très commun qu'on a de ce mot-là, mais ça nous permet de voir, à quelque part, qu'est-ce que c'est le bien qui est implicite dans cette définition-là. Parce que moi, je pense que quand le dictionnaire puis la parlance moderne dit que la prudence, c'est de faire attention. Je pense qu'on est encore à l'intérieur de la définition classique. C'est juste qu'on a tellement réduit le bien qui est au bout que la prudence, si c'est de prendre des moyens en vue du but qu'on se donne, on est en train de dire que le but qu'on se donne, c'est qu'il nous arrive à rien. C'est une vision défensive. C'est une espèce d'ontologie défensive. C'est une vision défensive de la vie où la chose, le but, c'est qu'il nous arrive à rien. Mais ça, ce que ça fait, c'est que c'est comme une réduction du bien. Bien, on va parler d'une fausse prudence, parce qu'en se trompant sur le bien, on passe à côté du vrai bien qu'on voulait, dans le fond. Fait que c'est plus une vraie prudence, c'est une fausse prudence, parce que c'est extrêmement dangereux de jamais risquer. Ça nous transforme de jamais risquer.
Ça fait de nous des gens fragiles, des gens tristes. Contrôle fric aussi, Des désir de contrôle constant. Et contrôlable. En plus. Extrêmement. Alors, c'est très dangereux. Oui, puis la conséquence est triste. La conséquence, c'est qu'on n'est plus les protagonistes de nos propres vies. On est en réaction perpétuelle. Si la prudence, si le bien qui est au bout de la prudence qu'on vise, c'est qu'il nous arrive à rien, bien, il nous arrive à rien. C'est sûr que si on veut pas souffrir, bien, il faut pas être en relation avec les gens. Je sais pas si vous avez remarqué. Et puis si on veut bon pas... truc. C'est un super Faut truc. trouver son safe space. Si on veut pas souffrir, dans les faits, poussé à l'extrême, faut pas vivre. Puis cette logique-là, elle est à l'œuvre dans toutes sortes de prudences de notre monde d'aujourd'hui. C'est intéressant parce que c'est aussi contraire au développement, même tout à fait naturel. Même si on ne parle pas de spiritualité, même si on ne parle pas de bien commun, qu'on met tout ça de côté, on remarque que les enfants, ça c'est un concept qui provient d'un chercheur à l'Université de New York, Taleb, c'est ça, Taleb, il s'appelle, Nassim Taleb. C'est le concept d'antifragilité. Et c'est un concept qu'il a inventé parce qu'il y a des choses qui sont fragiles, comme un verre à vin, par exemple, qui tombe par terre, il a un choc et il est capoute, c'est fini. Alors que les arbres, ils ont besoin d'avoir du vent, donc de vivre quelque chose pour se renforcer leur tronc, sinon ils tombent. Notre système immunitaire, il a besoin d'être en contact avec des virus, avec des bactéries, des champignons pour pouvoir se renforcer. Et dans notre développement, les enfants aussi ont besoin de faire face à des difficultés, à de la prise de risque, et même éventuellement se blesser pour finalement pouvoir mieux grandir. Moi, par exemple, je me suis fracturé les 2 poignets et les 4 chevilles, les 2 chevilles, donc 4 fractures. Dernièrement, c'est une grosse journée. Quand j'étais enfant. OK. Mais à 4 événements différents. C'est pas en une fois. Et c'est des événements qui me sont arrivés. C'est pas dramatique, c'est pas tragique. Bien sûr, j'ai dû aller à l'hôpital, bien sûr, j'ai dû avoir des plâtres, mais ça a été un apprentissage. Et donc, parce que je faisais de la balançoire trop haut, parce que je faisais du patin à roues alignées sur des feuilles mouillées, puis j'ai appris que non, il fallait pas faire ça. Et donc, ça fait partie des apprentissages. Mais si on ne vit pas ça, finalement, on ne prend plus de risques, on ne vit plus d'expérience et on se ferme à la vie, justement. On ne vit plus. Fermeture à la vie, ouverture à la vie, il y a une conception très large qu'on peut avoir de ça qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire vivre, carrément vivre, embrasser la vie. Pour ce qui est de l'éducation des enfants, tu viens d'ouvrir une porte, Ariane, on va y entrer allègrement tout de suite après cette brève pause. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant, Maxime Murat-Couture, Ariane Beauferré et le père Thomas Malenfant. On parle de prudence aujourd'hui. Prudence, une vertu qui est mal comprise, qui est réduite souvent à la gestion des dangers. Et un terrain de jeu où il y a beaucoup de gestion de danger, c'est celui de l'éducation des enfants, où on est souvent, on veut pas que nos enfants souffrent, on veut pas que les enfants souffrent. Il y a quelque chose de plus crève-cœur qu'un enfant qui souffre, hein? C'est comme le mal absolu, donc on veut vraiment limiter ça le plus possible. Et on pense que la prudence, on pense que ce qui est prudent, c'est de contrôler l'entièreté des paramètres de la vie matérielle des enfants, de la vie psychologique aussi des enfants pour pas qu'ils soient exposés à la souffrance d'aucune manière. Et Ariane en parlait un petit peu avant la pause sur les multiples fractures qu'elle a vécues dans son enfance. Thomas, t'as travaillé plusieurs étés sur un camp de vacances, en fait, à la paroisse où tu es. Il y a comme un camp pour les jeunes qui est un peu dans ce qu'Ariane disait avant la pause. Elle parlait du concept d'antifragilité. Là. Tu es à fond là-dedans. Exactement. Es-tu en train de dire qu'on a des fractures de bras régulières? Non, Okay. mais c'est à toi de me le dire. En fait, je sais pas c'est quoi vos stats. On ne les garde pas, c'est parce que si on les gardait, il faudrait les partager. C'est le rapport à la fin, encore une fois. C'est-à-dire, c'est quoi le but? C'est quoi le but de ce camp-là? C'est quoi le but de ce camp-là? C'est quoi le but de la vie? Si le but de la vie, dans une vision chrétienne des choses, c'est d'apprendre à aimer, c'est de devenir
à l'image de Dieu, de devenir capable d'aimer comme Dieu aime, là, ça implique un paquet de moyens différents. Capable de se donner. Ça implique une capacité de se donner, une capacité de risquer, capacité d'affronter les difficultés, parce que s'il y en a qui ont déjà eu la grâce d'essayer d'aimer ici, bien, vous savez que c'est tough, c'est difficile, ça implique de lutter contre soi-même, de lutter contre les obstacles extérieurs, intérieurs. Ça implique d'apprendre à le faire avec d'autres. Des décisions aussi, du courage. Ça implique des décisions, une certaine constance, une certaine maîtrise de soi. C'est dans ce but-là que ça peut être, qu'on peut trouver une vraie mesure. Parce que le but non plus, c'est pas... On n'est pas dans une dynamique où le but, c'est que ça soit dangereux. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Je pense pas que c'est une apologie de la fracture là, qu'on faisait ici, là, même si ça peut avoir l'air de ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est le bon niveau de défi, le bon, y compris de risque. Ce qui est prudent, c'est la mesure du risque. La bonne mesure qui n'est pas 0, puis qui n'est pas 1 non plus, qui est quelque part entre les deux, puis qui est la mesure qui fait grandir la liberté de la personne, qui fait grandir ses capacités, ses ressources pour aimer, pour s'engager, parce que c'est risqué. Fait que concrètement, avec les petits gars, parce que c'est un camp de petits gars, il y a un camp de gars, il y a un camp de filles, c'est des expéditions, c'est de marcher 10 km dans une rivière à contre-courant, paquer pour la journée, c'est de faire des jeux qui sont maintenant interdits dans l'association des camps, qu'on ne fait pas partie de cette association-là, parce qu'il y a trop de blessures dans ces gens-là. Mais c'est d'apprendre à les jouer de façon prudente, c'est-à-dire de gérer ce risque-là, d'apprendre la différence entre l'agressivité puis la violence, apprendre la différence entre forcer puis attaquer. C'est toutes ces choses-là qui peuvent se vivre puis s'apprendre dans ces jeux-là qui ont l'air imprudents selon la définition d'aujourd'hui. Oui, puis c'est pas le risque pour le risque. Je pense que le but premier de ça, c'est d'apprendre la confiance. D'abord, la confiance en soi, la confiance en les autres, éventuellement la confiance en Dieu. Bien sûr. Parce que si on n'a pas la confiance, on va être craintif et on s'épanouira pas comme on le pourrait. Et voilà, ben c'est pas le risque pour le risque non plus quand même. Oui, puis c'était quelque chose qu'observait Jonathan Haidt qui avait écrit Génération anxieuse, dont on pourra donner la référence à la fin. C'est que les parents qu'on dit hélicoptères, qui gèrent tout, les parents poules, ben finalement, leurs enfants, une fois qu'ils arrivent à l'université, sont beaucoup plus anxieux, justement, et n'ont pas confiance en leurs capacités. Donc, de laisser, justement, cet espace de prise de risque et de résolution de conflits aussi, parce qu'il y a un aspect social. C'est pas juste moi qui dois apprendre à faire mes décisions, comme tu le disais, c'est aussi d'apprendre à vivre avec les autres. Et donc, parfois, il y a des chicanes. Parfois, il y a des enfants qui se bagarrent. C'est interdit aujourd'hui à l'école qu'un enfant lève la main, puis on fait un rapport parce qu'il y a eu un événement, un incident. Alors que c'est tout à fait naturel. Oui, des fois, il y a de la frustration, il y a des coups qui partent. Et bien, il faut revenir sur la situation et apprendre à mieux vivre ensemble, en fait. On parlait de contrôle un peu plus tôt. C'est quelque chose à la maison que j'ai beaucoup de difficultés à accepter. C'est-à-dire que mes enfants dérapent, se battent, se chicanent. Si je suis présent, je vais avoir une tendance très forte à intervenir le plus tôt possible pour éviter l'escalade. Parce que je sais que les dommages vont être plus grands, plus j'attends, plus ça va enfler, plus il va y avoir de coups qui vont se donner. Il y a comme un équilibre. Il faut tolérer jusqu'à... En tout cas, je fais le constat que, malheureusement, je pense que j'interviens trop et ça serait profitable peut-être pour mes enfants de s'envoyer quelques coups de temps en temps pour, justement, bien mesurer. Parce qu'après, quand ils arrivent dans la société ou en dehors de la sphère domestique, qui est expérimenté de s'être engueulé avec un frère ou une sœur, qui a vu les limites, les conséquences de ça. En fait, la famille est une école pour ça et pour qu'après, dans la grande société, il y ait eu cette expérience-là et qui
qui a développé justement cette vertu de prudence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai pas l'expérience à la maison, mais c'est exactement la même chose en paroisse. Là. C'est de savoir quand intervenir, le nombre de claques entre les communautés ou les gens... Entre les marguilliers. Qu'il faut tolérer. mais encore une fois, je reviens à ce que Maxime disait tantôt, c'est-à-dire que c'est la prudence, par définition, c'est dans le domaine du contingent, du probable puis de l'improbable. S'il y a une recette, ce n'est plus le domaine de la prudence. Puis dans certains trucs, il y a des recettes. Dans certains domaines, il y a des choses où telle cause a toujours tel effet. C'est de la technique. Bien là, c'est de la technique. Il n'y a plus de prudence. La prudence, par définition, c'est une vertu, c'est une disposition qui nous aide quand? Qui nous aide quand c'est pas clair. Et c'est un art. Et c'est pour ça que ça s'apprend à quelque part que par l'expérience. Parce que ce qui nous donne un bon calibrage du probable, ce qui affine notre capacité à imaginer si je fais ça, il va arriver ça, bien, c'est pas grand-chose d'autre que ce qu'on a déjà vécu avec une réflexion puis des dispositions intérieures à apprendre de ce qui se passe. Ouais. Alors que la société, aux parents, ce qu'elle leur dit, donne toujours, les médecins aussi, ils vont toujours nous dire la conséquence probable, la pire. Donc, c'est pas forcément la plus probable. On se décalibre. On se décalibre pensant complètement. comme ça. Et le discours, ça va être, vous n'allez pas faire ça, vous voudriez pas que votre enfant meure, vous voudriez pas que votre enfant soit hospitalisé, vous voudriez pas que votre enfant se suicide, ça aussi. Et donc ça, c'est très culpabilisant pour les parents. Ils se disent, OK, non, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais prendre toutes mes précautions et je vais éviter tout risque potentiel et je vais écouter ce que d'autres auront décidé pour moi, finalement. Et puis, il y a un deuxième aspect. Et là aussi, la prudence, elle est très utile. Elle nous sert vraiment de boussole vers le bien, encore une fois. C'est que parfois, on a tendance à choisir ce qui est facile. Tu parlais d'enfants qui se chicanent. C'est sûr que c'est plus facile d'arrêter la chicane. Les mettre chacun dans leur chambre. Chacun dans leur chambre. Il n'y a plus de bruit. Il y en a un qui va crever l'œil de l'autre avec son crayon. Et puis, on passe à autre chose et on peut retourner à faire sa popote pour le soir. Et puis voilà, problème réglé. Alors que parfois, on est invité à une solution qui n'est pas facile, qui n'est pas immédiate, qui est plus douloureuse. Et ça, on l'a seulement, justement, avec la vertu de prudence, qui nous dirige toujours vers le bien. Comment ça se passe chez les Hugo de Couture? Écoute, c'est jamais facile. Hein. Dans la prudence, il y a une tension, c'est peut-être la tension principale, je pense, entre la liberté et l'ordre. Hein. Surtout quand tu as des gens sous ta responsabilité. De donner juste assez de liberté pour qu'il y ait justement de l'épanouissement, de la créativité, de l'amour. Hein, il n'y a pas d'amour sans liberté. Mais de l'ordre aussi. Donc, des principes, des normes. Puis que ce soit le père de famille, le chef d'entreprise, le dirigeant politique, il faut toujours balancer les deux. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, il ne pourra pas avoir d'espace dans lequel la liberté va pouvoir... Exactement. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'action collective, etc. Puis on a toujours la tentation d'insister ou même de s'en remettre totalement à l'un ou l'autre. De donner trop de liberté, c'est le laisser-faire. C'est à la limite le libéralisme. Ah, toujours la liberté, toujours donner... On n'a même pas besoin de choisir, il faut juste toujours donner plus de liberté, de latitude, etc., de licence. Mais à l'inverse, c'est pas une meilleure chose de toujours s'en remettre aux normes. C'est comme ça. C'est ça le code. C'est ça qu'il faut appliquer. Même des codes religieux, des éthiques religieuses, que parfois on peut dire, voici le commandement, tu as seulement à l'appliquer. C'est pas exactement ça. C'est toujours, ça, c'est le je parlais de balance, c'est toujours un balancement entre ces deux grands principes-là. Et c'est difficile, justement, c'est un défi de ne pas tomber dans l'idéologie. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut une vertu, qu'il nous faut la pratiquer, la développer. Jonathan Haidt, là, on avait parlé il y a quelques épisodes. Jean-Philippe Marceau était venu présenter son œuvre. Ici, on donnera la référence. Là, dans Génération anxieuse, il y a une phrase très intéressante où il dit on sous-protège les enfants dans le monde virtuel et on les surprotège dans le monde réel. Tu es d'accord avec ça, Ariane? Oui, clairement. Après, son livre, c'est comme en 2 grosses parties, puis il fait des constats. Et ce qu'il constate, c'est que dans le monde virtuel, comme c'est quelque chose qu'on connaissait assez peu dans les années 90, 2000, il y a toute une génération qui a été complètement libre, notamment, autonome, de trouver et de faire à peu près n'importe quoi dans le monde virtuel
avec des risques qui sont complètement inconsidérés parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre et de normes par rapport à ça. Et aujourd'hui, on réfléchit à des normes. Par exemple, en Australie, il n'y a pas de réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Ce qu'il propose Jonathan Haidt aussi, c'est qu'il n'y ait pas de téléphone intelligent, de smartphone à l'école, que les enfants n'aient pas accès non plus à des téléphones intelligents avant le secondaire, ce genre de choses. Mais il y a un autre constat, et c'est son 4e, c'est que vraiment, on a supprimé complètement le jeu libre, et on a supprimé toute la possibilité d'autonomie chez les enfants dans le monde réel. Donc, les enfants ne grimpent plus aux arbres parce que c'est dangereux. Les enfants ne font plus de feu, ne peuvent plus s'amuser en cuisine avec un petit couteau. Il faut qu'ils aient toujours des choses qui soient très adaptées, toujours sous la surveillance d'un adulte. Il n'y a plus d'enfants qui explorent un quartier. Pourquoi ? Parce que la presse a tellement parlé de cas d'enlèvement d'enfants, de trafic aussi sexuel, par exemple, qui sont réels. Il y a des cas qui sont réels, mais qui sont aussi complètement exagérés. Et surmédiatisés. Surmédiatisés. Et donc, on a l'impression que ça peut arriver n'importe quand. Mais non, les enfants peuvent se promener dans leur quartier et il y a une peur, en fait, de l'étranger, de l'inconnu. Il y a une peur de nos voisins aussi. Donc, on devient l'unique et seul responsable en tant que parent de la sécurité de nos enfants, alors qu'on vit en société. Donc, la sécurité des enfants, ça devrait être quelque chose de complètement partagé. Par exemple, au Japon, les enfants, à partir de 5 ans, peuvent se promener tout seuls en ville et aller prendre le métro tout seul. Pourquoi ? Parce que c'est dans la culture japonaise qu'un jeune enfant, tout le monde en est responsable. Et quand ils sont dans les transports, si un jeune enfant soit se trompe, soit fait quelque chose d'incorrect, ou alors que quelqu'un agit de façon incorrecte envers cet enfant, n'importe quel adulte va agir auprès de l'enfant ou auprès des adultes. Mais c'est un bon exemple dans le sens que ce calibrage-là duquel on parlait, en vue du bien, si l'expérience, si l'accumulation d'expérience au niveau individuel, la personne qui apprend à devenir prudente, parce que c'est comme ça qu'on apprend à devenir prudent, c'est en accumulant des expériences, mais si mon dataset, si mes données desquelles j'apprends, ce sont des données qui sont médiatiques ou virtuelles, bien, c'est sûr que ma prudence, elle est calibrée, pas par ce que j'ai vécu, parce qu'on ne vit plus rien, mais par ce qu'on m'en dit. Ou ce que j'ai vécu par procuration. Ce que j'ai vécu par procuration. Si mon calibrage, il se fait à partir de ce que j'ai vu à l'écran, mais c'est sûr qu'il est manipulable à gauche ou à droite, là. Alors que la vraie prudence, c'est de se calibrer en observant vraiment les conséquences des gestes, des actions qui ont été posées dans la réalité. Et dans la limite de notre connaissance. Et dans la aussi. limite de ce que je sais, puis de ce que je vois. De ce qu'on peut prévoir. De ce que je peux prévoir. Puis et ça inclut aussi les gens autour. Je suis pas dans une espèce de... Je parle pas d'une espèce de tarsier où chacun devient sa référence tout seul. Mais il y a une énorme différence entre me faire une tête sur ce qui est une bonne action ou ce qui risque de marcher ou ce qui risque pas de marcher en paroisse, me faire une tête en partant de l'expérience que j'ai eue, puis de ce que des collègues autour, puis en discutant, c'est extrêmement différent que de calibrer ce qui risque d'arriver en partant d'un feed de Facebook ou de choses que j'ai lues ou entendues de places où il n'y a rien qui me dit que c'est comme ça que ça se passe pour vrai, puis il n'y a rien qui me dit que leur contexte est en lien avec le mien, là. Puis je pense que si on se place du point de vue, encore une fois, du parent, par exemple, ou du pasteur, justement, ce qui peut être anxiogène, c'est de penser qu'on peut être coupable de ne pas avoir pris la bonne décision. Puis ça, à quelque part, c'est vrai. Il y a des très mauvaises décisions et on peut être coupable. Mais on l'a dit tantôt, là, ça peut paralyser. Je pense que c'est un des thèmes aussi, justement, du livre de Jonathan Haidt, Génération anxieuse, c'est que, puis moi-même, je l'ai assez vécu, il y a tellement de paramètres, puis il y a tellement de possibilités, que là, on se dit, OK, comment je vais arriver à prendre une bonne décision? Et là, on cherche, on réfléchit, et là, on prend une décision, puis 2 secondes plus tard, on se dit, c'était sûrement pas la bonne décision. Je suis certain qu'il y a des auditeurs qui peuvent s'identifier à ça. Mais ça peut créer quelque chose d'anxiogène, justement. Alors, je pense que ce qu'on a dit plus tôt dans l'émission, c'est important. Il n'y a pas une bonne décision comme s'il y avait une recette ou un calcul, il faut que tu arrives à ça. À quelque part, tu es le protagoniste si tu as exercé une certaine vertu, une certaine délibération. Tu sais, on a pris le temps de réfléchir, puis que la personne a des vertus aussi morales. Ça va être ça, la bonne décision. Puis on ne peut pas prévoir toutes les conséquences. Incluant les conséquences négatives. Incluant les conséquences négatives. Qui sont
qui sont la matière, bonnes, ouais. qui sont la matière de la prudence qui s'en vient. C'est ça. C'est ça, Parce que, c'est ça. parce que si c'est vécu... Ça n'invalide pas Ça la invalide décision précédente. C'est ça. C'est dur, ça, à C'est accepter. difficile, Là, ouais. ou à- C'est particulièrement difficile, surtout parce qu'on reçoit un flux d'informations énorme aujourd'hui. Alors qu'on pourrait juste considérer nos expériences et celles de nos proches, voire de notre communauté un peu plus élargie. Mais aujourd'hui, on est inondé de données. Et donc, on a comme cette responsabilité, il faudrait qu'on devienne expert de tout. Et en qu'on tienne nutrition, compte de tous les paramètres. en développement de l'enfant, en méthode positive. Et donc, il faudrait avoir son badge pour pouvoir finalement avoir le droit de poser des décisions. Sinon, il faudrait s'en remettre sans arrêt à des experts qui décident à notre place. Alors que non, on est appelé, comme tu le dis, à décider avec une certaine limite. Et je pense qu'il y a ce risque, toujours le même, de se mettre à la place de Dieu, où on voudrait être omniscient, on voudrait être omniprésent, donc toujours là, autour des enfants, là, pour tout voir. Et donc, on sait tout, on voit tout, et finalement, on voudrait tout pouvoir décider, tout prévoir. Et donc ça, c'est pas la réalité, malheureusement, de la vie humaine. Et vous avez en tête des décisions prudentes ou imprudentes que vous avez prises dernièrement, que vous seriez prêt à partager? Moi, c'est sûr que dans mon entourage, je vais avoir des jeunes couples qui attendent d'avoir vraiment la vie parfaite avant d'accueillir des enfants. Donc, il faut avoir le travail stable, la permanence, avoir acheté sa maison, son condo, avoir vraiment limité le plus de risques, préparer ce nid pour accueillir la vie. Nous, c'est pas ce qu'on a fait du tout. Notre premier enfant, moi, j'avais pas de travail, j'étais en train de continuer mes études. On vivait dans un appartement qui était pas génial. On a déménagé quelques mois après la naissance de notre premier enfant. Puis c'était pas dramatique. Est-ce que tu dirais que c'était imprudent? C'était pas imprudent, c'était un bon moment, mais il y avait pas, on n'atteignait pas tous les standards sociétaux d'accueil des enfants. J'avais pas non plus d'amis qui avaient des enfants. J'avais un réseau qui était pas très présent non plus pour aider, parce que c'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais c'était pas possible pour eux. Et donc, on n'avait même pas d'auto, donc on s'est retrouvés pas mal à la maison, on faisait pas des grandes sorties, on n'allait pas participer à des activités avec d'autres mamans, ce genre de choses. Puis ça n'a pas été la fin du monde. Ça a été parce que le plus grand bien, c'était de pouvoir fonder cette famille, puis d'accueillir la vie, et ça nous a rendus heureux. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on oublie. Avec la prudence, c'est que, oui, on vise le bien pour soi, le bien pour les autres, mais on vise aussi le bonheur. Alors que quand on vise à minimiser tous les risques, finalement à s'empêcher et se paralyser, ça crée de l'anxiété, ça crée un mal-être, ça crée de l'isolement parce qu'on n'est plus en relation avec les autres. Maxime parlait d'une vie triste un peu plus tôt. C'est fade et c'est triste, c'est gris. Et c'est dangereux. Oui, c'est ça qui est paradoxal. En bout de ligne, c'est extrêmement dangereux. Développe. Un exemple de décision paroissiale rurale typique, là, c'est-à-dire la fermeture de certains milieux, de certaines églises. Bien sûr que c'est des décisions qui sont difficiles. Puis que si le but, c'est qu'il arrive rien, puis si le but, c'est de ne pas se tromper, ben on fait rien. Mais si on fait rien, puis qu'avec l'intelligence que le bon Dieu nous donne, puis les données claires de la réalité, on sait que si on fait rien, puis qu'on garde ensemble des milieux qui ont plus de vitalité, attachés solidairement à des milieux qui en ont, bien, on peut regarder puis tracer une ligne, puis sur le probable. Bien sûr qu'on ne sait pas tout. Hein? Il peut arriver 1 million du bon Dieu, puis il est capable de le faire, puis il l'a déjà fait. Mais dans le probable, bien, on va faire faillite tout le monde d'ici 5 ans. Ça va couler le bateau complet. Les milieux qui vont pas bien et ceux qui vont bien. Fait que là, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les moyens à prendre pour la fin qui est la survie et éventuellement l'épanouissement des milieux qui vont bien, bien, c'est la fermeture des milieux qui ont plus de vitalité. L'émondage, finalement, de l'arbuste. Mais c'est pas écrit à l'entrée du village, là, ce village est dévitalisé ou pas. C'est pas du blanc et du noir. Il n'y a pas de recette. On n'a pas de protocole au diocèse là, pour nous expliquer ça. Puis c'est pas qu'on ne l'a pas demandé. Là. Il n'y en a pas de recette. On est dans le domaine de la prudence puis de l'imprudence, du discernement plus ou moins correct, mais en le faisant, on apprend. C'est-à-dire qu'on développe la prudence dans le fait d'essayer d'être prudent, déjà. Même dans l'histoire du mot lui-même, prudence vient d'un terme latin, prudentia.
ça avait le sens de prévoyance, de ne pas s'attarder, de s'arrêter aux conséquences premières, mais de voir plus loin. Hein, c'est proche de providence, de prévoyance. Donc, on s'arrête souvent aux premières conséquences dans notre délibération, dans nos décisions. Mais justement, la vertu de prudence, c'est de voir encore plus loin les effets qui sont peut-être plus incertains, plus flous, mais d'avoir justement l'audace de dire ça va quand même se passer, on va aller vers ça ou on va pas aller vers ça, ça vaut la peine. Ouais. Se casser un bras, par exemple, l'effet immédiat, il n'est pas si le fun, mais à long terme, il y a quand même des gains. Il y a un apprentissage. Ça fait du contenu pour On n'est pas du monde. Voilà. Ou même dans l'éducation, c'est-à-dire dire non maintenant à un enfant, il y a un effet clair et immédiat, c'est qu'il va taire la face pour les prochaines minutes. Mais un enfant à qui on ne dit jamais non... C'est dangereux. C'est un enfant, on le sait, qui va être malheureux, puis qui ne sera pas capable d'aimer plus tard. Alors, il y a cette différence-là entre l'immédiat puis le prévoyable, le probable. Puis je pense que c'est quand même important de souligner... là, on est là, assis dans les divans, on a l'air très prudent, très sage, connaître ça. Mais c'est vrai que l'action, c'est difficile quand même. Il faut le dire. Prendre des décisions importantes qui auront des conséquences sur des gens qui dépendent de nous, c'est pas facile. Puis à des niveaux aussi plus élevés, on pense à des niveaux politiques. C'est pas pour rien qu'on veut aussi se contraindre un petit peu, se donner des guides, se donner des procédures. La vie moderne, ça a été beaucoup ça. On a vu que des grandes actions, ça peut tourner à la catastrophe. Donc, on a voulu se donner des procédures, que ce soit économique, intégrer l'économie, que ce soit des procédures parlementaires. Donc, c'est quand même normal de vouloir s'inspirer de certains codes de conduite, etc., puis de se contraindre un peu. Peut-être qu'on en a fait trop, c'est trop contraint, que ça crée un sentiment d'impuissance. Mais voilà, pour pas blâmer ou pour pas culpabiliser personne, c'est vrai que l'action, c'est difficile et c'est pour ça qu'il y a une vertu à développer. Oui, puis la décision, elle n'a pas à être immédiate aussi. On a le droit de prendre le temps, justement. La prudence, c'est aussi... toute cette créativité-là, c'est d'analyser la situation, d'évaluer. Et ça, surtout quand on... D'un point de vue personnel, ça peut aller vite. Mais quand on est responsable, quand on travaille dans une organisation, ben là, ça peut prendre du temps parce qu'il faut aller travailler avec les bonnes personnes, comprendre c'est quoi le projet exactement ou le problème auquel on fait face, donc avoir une définition commune. Ensuite, il faut élaborer des critères pour comprendre comment est-ce qu'on évalue ce problème ou ce projet, déterminer lesquels sont les plus importants, puis en vue de quoi. Donc, ça peut être long, puis c'est pas inutile. On a besoin de ces méthodes formelles-là. Les niveaux d'urgence, on a l'impression souvent que c'est pour demain ou c'est pour hier, mais des fois, juste calmer les choses, ça peut être prudent aussi. Mais tu l'as mentionné aussi, prendre conseil. Combien de mauvaises décisions j'ai prises parce que je n'ai pas pris conseil autour de moi. Puis, c'est un exemple? J'en aurais plusieurs. L'émission durait 1 heure de plus. Mais je le vois aussi beaucoup autour de moi. On dirait que c'est mon affaire, c'est ma décision. Puis là, on réfléchit. Puis on voit pas... Souvent, il y a quelque chose en nous qui peut faire en sorte qu'on ne voit pas vraiment c'est quoi la bonne décision. Quelque chose, un manque de vertu, peut-être un manque de tempérance ou autre. On n'est pas parfait. Alors, la meilleure façon, en fait, de bien guider sa vie, de prendre des bonnes décisions, souvent, c'est de prendre conseil autour de soi. Des gens en qui on a confiance, des gens qu'on sait qui ont une sagesse, qui ont vécu et qui vont pouvoir nous guider, qui ont une expérience. Qui ont un vécu. Alors, je pense qu'il ne faut pas hésiter à... c'est un peu la première étape tantôt dans la réflexion, mais c'est essentiel. Puis je pense qu'en général, on ne le fait pas assez. Parce que c'est les grandes tendances d'aujourd'hui. Puis je suis là-dedans à 100 %. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette espèce de prétention-là qu'il faut choisir seul, qu'il faut être prudent tout seul, ce qui n'est pas possible. Mais en même temps, il y a tellement de gérants d'estrade aujourd'hui qui, n'ayant pas les mains dedans, qui sont des praticiens, des pas praticiens de la chose, peu importe laquelle, que ce soit l'éducation, que ce soit la floune de 18 ans de la DPJ, ou pire, le curé qui vient de dire comment élever tes enfants. C'est comme... Ou nos commentaires des politiciens ou en église. Alors que c'est ce qu'on a de besoin pour développer la prudence, c'est l'expérience, le lien entre la cause puis l'effet dans ce qui est probable, de gens qui ont passé par là. Et ça, autant il faut apprendre à ne pas tenir compte des gérants d'estrade, autant il faut vraiment développer le réflexe d'aller voir des gens qui ont
cette expérience-là, qui ont cette mémoire-là de ce qui arrive. Quand tu fais ça, ça fait ça. Me vient en tête un exemple aussi. On a vécu, mon épouse a vécu dans les accouchements qu'elle a vécu, des accouchements en milieu hospitalier, des accouchements en maison de naissance. Puis il y avait, en milieu hospitalier, souvent on nous présentait des risques en termes de données ou en termes de probabilités avec des pourcentages, Et en maison de naissance, on avait une approche qui était beaucoup plus basée sur le phénomène lui-même, sur l'expérience elle-même. L'intuition. L'intuition, beaucoup. Puis j'ai souvent raconté cette histoire-là, mais il y a un obstétricien fameux en France qui s'appelle Michel Audin qui disait que lui, ce qu'il a observé dans les centaines d'accouchements qu'il a accompagnés, c'est que ce qui assure le plus un bon déroulement d'accouchement, c'est d'avoir une vieille femme qui a vécu plusieurs accouchements, qui est dans le coin de la salle et qui tricote, qui est juste présente là, puis dans le fond, une vieille grand-mère. Et juste ça, cette présence-là, tout ça pour dire que l'expérience est beaucoup plus importante que les données ou que une quantité, c'est ça, d'informations qui sont pas si qui sont pas intégrées. Que ça. Hein? Qui sont pas intégrées. C'est de l'information pas intégrée, qui a pas été distillée dans une Digérée. attitude, dans une vertu. Parce que c'est ça, la prudence. C'est un pli. Une vertu, c'est un pli. C'est un pli qui s'est tellement plié à cette place-là souvent qu'à la fin, il plie tout seul. Ouais. Mais si c'est un bon pli, c'est d'avoir eu cette expérience de plier aux bonnes places. On prend une petite pause, puis on revient pour le dernier segment. À tout de suite. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. On est de retour à On n'est pas du monde. On l'a abordé un peu il y a quelques instants. Ça peut être facile de juger. Tu parlais de gérant d'estrade, là. On l'a vu pendant la pandémie, on le voit en Église. Moi, combien de fois, et j'en suis, on voit des décisions qui se prennent, puis là, on est un peu loin, puis on se dit « Ah, moi, j'aurais pris une autre décision. Moi, j'aurais eu plus de courage. Moi, j'aurais eu plus de... ou moins de témérité, par exemple. » Et ça, c'est facile, mais quand on n'est pas dans l'action, comme vous le disiez, c'est un peu dangereux quand même là, de se positionner comme ça. Comment... est-ce qu'on est assez prudent? Est-ce qu'on a assez de prudence? Est-ce qu'on est assez courageux aussi? Je fais le lien avec l'autre vertu. Dans nos décisions, dans les décisions qui se prennent dans nos communautés chrétiennes, par exemple. Je pense à... tu parlais aux fermetures d'église, mais ça peut être plus simple que ça. Est-ce qu'on peut changer les chants qu'on chante toujours? Est-ce qu'on a l'audace d'innover, peut-être? Mais pourquoi? Pourquoi innover? En vue de quoi? Parce que moi, c'est plus là que je vois la croissance puis ou pas. Le progrès en soi est pas... être de plus en plus prudent, dans un certain sens, c'est de plus en plus clair sur en vue de quoi. C'est de ne pas se laisser avoir par des objectifs intermédiaires. C'est souvent là, comme ce qu'on disait tantôt, c'est l'espèce de prudence de Larousse. Là, c'est un intermédiaire. On prend pour une fin ce qui est un moyen. Le moyen qui est de ne pas se blesser devient la fin. Mais c'est sûr que c'est une bonne chose pour être heureux puis aimer de ne pas être trop blessé. Mais c'est un des moyens, puis c'est pas le seul. Parce que le pape François disait souvent, j'aime mieux une église accidentée qu'une église enfermée, malade, qui respire le même air vicié. Pardon. T'as pris une puff d'air vicié. Ouais, c'est ça. C'est un appel à l'audace prudente, mais à l'audace quand même, à aller évangéliser, à se prendre des coups. L'Église, on le voit... on pourrait dire « Ah, c'est pas prudent d'être chrétien en Inde aujourd'hui. » Non, je pense pas... En tout cas, oui. Je pense qu'un pli qu'on a aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on accorde peut-être trop d'importance
à la liberté, au laisser-faire, à la licence des gens de choisir et tout. Puis on a peur de contraindre un peu. Ah ouais. Donc, on parlait, la prudence, c'est de viser un bien. Mais pour ça, il faut quand même se contraindre. Puis ça se voit dans... Je pense que souvent, on sous-estime les contraintes qu'on a besoin de se donner nous-mêmes. On le voit un peu avec le développement technologique. Ou incluant l'armement, par exemple. Ça, c'est quelque chose, tu mentionnais le pape François, sur lequel il est beaucoup incité. Peut-être que ce qu'on pouvait permettre hier, ce n'est plus prudent de le permettre aujourd'hui. À cause que les moyens, les outils qui sont à notre disposition, ils sont plus puissants, sont moins contrôlables. On parle, par exemple, d'intelligence artificielle, outils numériques, les armes. Alors, ce qui est prudent, c'est aussi de pouvoir changer sa position. Ce qu'on permettait hier, c'est peut-être mieux de ne pas le permettre aujourd'hui. Le pape François, le pape Léon, par exemple, et les papes modernes, en fait, insistent beaucoup plus sur la paix, l'importance de la paix radicale, notamment parce que les armes sont rendues si dangereuses qu'elles peuvent annihiler toute forme de bien. Alors, on voit que la doctrine ou nos positions idéologiques peuvent évoluer en fonction de l'analyse de la situation présente. Il y a un ajustement Il y a une prudence là-dedans. Mais je pense qu'on a de la difficulté encore aujourd'hui à dire on va aller peut-être à l'encontre d'un certain libéralisme, d'un certain laisser-faire. Je pense qu'on a besoin de se contraindre parce que là, l'intelligence, ça prend une autorité. Ça prend des autorités qui ont autant au niveau le local courage. qu'au niveau international. Qui a de l'autorité aujourd'hui? Mais c'est une question de vertu avant d'être une question d'autorité. Ah oui? Parce que c'est une attitude, c'est un pli qui se développe dans la personne avant de se développer. Cette prudence-là d'un gouvernant, par exemple, il ne faut pas s'attendre qu'elle va apparaître avec les responsabilités si cette personne-là n'a pas développé cette capacité-là dans sa propre vie. Tu sais, il faut pas... alors, à quelque part... ça naît dans un terreau culturel aussi. Ouais. Je veux dire, il y a toute une société. Il y a une autorité partagée, je pense. Tu as raison de dire notre monde est tellement intégré. Il n'y a personne, même le plus puissant des dirigeants politiques, qui peut décider tout seul de faire la paix. Mais par contre, si personne ne prend acte de la situation, des dangers qui nous guettent, on le fera jamais. Alors, il faut quand même des gens qui ont le courage puis la prudence de prendre des moyens, au moins, pour aller et en ayant confiance que d'autres vont pouvoir suivre. Comme on le disait, c'est quelque chose toujours de collectif aussi dans la prudence. Puis, donc voilà, je pense que ça prend du courage, mais ça prend aussi une capacité de voir plus loin. On parle toujours, par exemple, d'une guerre située. Ah, mais on va faire la guerre, mais juste dans telle région, juste de telle façon, juste avec telles armes. Mais c'est jamais comme ça que ça se passe. Ça crée toujours plus de souffrance, il y a toujours des débordements. Même chose avec la technologie. L'intervention en Irak en 2003, des conséquences 20 ans plus tard. Exactement. Encore aujourd'hui, c'est ça. Exactement. Puis, donc, voilà, c'est d'essayer de se contraindre davantage, puis de dire, il faut peut-être être plus radical. Parce qu'encore une fois, la prudence, c'est pas une sorte de tiédeur. Ah, faut un peu de ça, un peu de ça. C'est ça, de médiocrité. Parfois, c'est prudent d'être radical, de dire... De monter le ton. Non, de monter le ton, puis de dire, ça ne fonctionne plus. On peut même pas l'utiliser, par exemple, une technologie, on ne peut même pas l'utiliser à bon escient. On ne peut même pas l'avoir à petit degré. C'est prudent de l'interdire complètement. Le calcul coût-bénéfice est exactement, épouvantable. le calcul coût-bénéfice, mais ça choque notre esprit encore aujourd'hui. Parce que ça va contre la liberté totale, absolue, ou la licence exactement. mur à mur. Ouais. Par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête, c'est qu'il y a quelques années, je ne me rappelle plus, je pense que c'est 2020, c'est le pape François qui avait réuni une dizaine de représentants religieux et ensemble, ils ont signé une déclaration contre l'esclavage moderne pour vraiment lutter contre toute forme d'esclavage. Donc, 5 grandes religions. Donc ça a donné un exemple. Ça a fait des petits aussi ensuite à l'ONU, au niveau, par exemple, aussi des transplantations d'organes, parce qu'il y avait des pays où il y avait beaucoup de vols, puis beaucoup d'abus à ce sujet-là. Donc, effectivement, il faut des décisions radicales qui engagent beaucoup de gens, et ensuite, ça entraîne d'autres personnes à la suite aussi. Mais ça implique toujours d'avoir une vision de où est le bien. Donc, on a besoin de la prudence. Parce qu'on peut décider aussi de faire des actions complètement cohérentes avec nos désirs, avec la situation, avec ce qu'on espère, mais qui sont complètement désaxées par rapport au bien commun aussi.
Maxime, Ariane, Thomas, merci beaucoup pour cet épisode sur la prudence et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.